Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui vous êtes venus pour l'horreur. L'horreur. Bon, vous êtes venus aussi pour une rétrospective sur ce téléphone, mais vous êtes surtout venus, a priori, pour l'horreur. Car ce téléphone est littéralement le pire téléphone que j'ai pu tester de toute ma vie. Et quand on sait ce que j'ai l'habitude de tester comme horreur, comme catastrophe, comme calamité technologique sur cette chaîne YouTube depuis sa création, je crois que ça veut dire quelque chose, et je crois surtout que vous vous attendez à quelque chose, si vous vous attendiez pas déjà à quelque chose d'horrible avant que je dise ça. Je pense que maintenant le ton est fixé, c'est catastrophique ce que nous avons devant nos yeux. Et tous ceux qui ont eu ce téléphone, ainsi que le Optimus L5 et le Optimus L9, savent de quoi je parle. Ce téléphone, le LG Optimus L7, est horrible. Son firmware est sûrement le pire truc que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Rien ne marche sur ce truc. Rien ne marche. Et très franchement, vous savez, je vous ai déjà montré des téléphones dans les rétrospectives, et puis aussi en dehors des rétrospectives, où je vous dis qu'il y a plein de défauts, etc. Et je suis pas fichu de pouvoir vous les montrer en vidéo, parce que ce sont à chaque fois des trucs aléatoires, etc., qui sont très très chiants, mais qu'on n'arrive jamais à reproduire sur commande. Vous allez voir, sur ce téléphone, c'est quand le téléphone marche bien que vous n'arriverez jamais à reproduire sur commande. C'est le genre de téléphone que l'on ne peut pas faire en vidéo et tricher pour vous faire croire que c'est un bon téléphone, comme avec certains. C'est impossible. Impossible parce qu'il ne marche jamais bien. Il rame en permanence, aucun programme arrive à fonctionner, le multitâche est inexistant. Oh là là, c'est magnifique. Son seul point fort, c'est que ces partitions pour l'installation des programmes ne sont pas... Enfin, il y a pas de partitionnement entre la partition pour l'installation des programmes et la partition pour le stockage des fichiers. Et à cette époque-là, c'est-à-dire en mi-2012, c'était quelque chose d'assez rare. Donc ce téléphone date de mi-2012. Ce téléphone coûtait 300 € à sa sortie. 300 putain d'euros pour un téléphone aussi moisi. C'est juste... Oh là là, vous imaginez pas. Ce téléphone... Bon, j'ai hâte de vous l'allumer, mais d'abord, il faut quand même que je fixe quelques règles. Faut que je vous rappelle comment fonctionne une vidéo rétrospective. Première chose, nous allons parler du physique du téléphone, de sa qualité de construction, de ce genre de choses. Ensuite, nous allons parler de sa fiche technique, nous allons recadrer par rapport à ce que l'on pouvait trouver comme téléphone à l'époque, et enfin, nous allons montrer l'utilisation de ce téléphone, parler de son utilisation à l'époque et de son utilisation maintenant, conclure sur l'utilisation à l'époque et conclure sur l'utilisation maintenant. Est-ce que ce téléphone est encore utilisable? Est-ce que non? Est-ce que c'était une bonne affaire à l'époque? Est-ce que non? Et surtout, un truc important que je tiens à vous dire, c'est non, nous n'allons pas du tout parler des custom ROM, c'est-à-dire des firmware alternatifs, c'est-à-dire en gros de changer le système d'exploitation par un système d'exploitation qui aurait été mieux foutu. Car oui, on pouvait le faire, mais ce que je tiens à vous montrer avec ces vidéos, c'est l'utilisabilité de ce genre de téléphone par quelqu'un de, on va dire, plus ou moins normal, quelqu'un qui ne va pas s'aventurer à mettre les mains dans le cambouis pour faire ce que, très honnêtement, le constructeur aurait dû faire avec ce téléphone. Donc on va parler tout simplement du système d'exploitation tel qu'il est donné par LG et des mises à jour telles que LG propose si elles sont relativement simples à installer. Ça a été le cas avec ce téléphone. Il était sous Android 4.0.3, il me semble, à sa sortie, et ensuite, il a été possible de le mettre à jour vers 4.1.2, il me semble, à moins que ce soit 4.1.1, avec le logiciel LG, je sais plus quoi, PC Compagnon, un truc comme ça. Non, ça, je crois que c'est le nom que portait celui pour les Sony, mais enfin bon, bref, peu importe. Il y avait un logiciel LG PC Suite ou un truc comme ça qu'il fallait installer sur son truc, et en fait, on pouvait faire la mise à jour via ce logiciel. Certains téléphones de chez LG, comme le Optimus One ou le Optimus première génération, était littéralement impossible à mettre à jour. Celui-là, ça allait, du moment qu'on connaissait l'existence de ce logiciel, on pouvait le mettre à jour, donc je l'ai mis à jour. Mais d'ailleurs, si vous vous demandez si c'était une bonne idée de le laisser sous 4.0 ou de le passer à 4.1, le fonctionnement de ce système, du système d'exploitation installé là-dedans, est exactement le même sous 4.1 ou sous 4.0. D'ailleurs, l'apparence du firmware est pratiquement la même aussi sous 4.0 et 4.1. Donc au final ça ne change rien du tout à l'utilisabilité du téléphone, et à mon grand désarroi, parce que je m'attendais à ce que ça fixe le problème de ce téléphone, parce que la personne qui me l'a donné avec Android 4.0, ce qui veut dire que le précédent utilisateur n'a jamais fait la mise à jour.
Donc prouvant que la mise à jour n'est pas non plus si évidente à faire. Mais donc je l'ai mis à jour vers 4.1 donc. Et c'est la dernière version pour ce téléphone d'ailleurs. Et non, ils ont rien corrigé. C'est ça qui est ridicule avec ce téléphone, c'est que LG nous a sorti une merde en termes de firmware pour 300 € et ils n'ont même pas corrigé ça via une mise à jour. Ça, c'est intolérable. Et en plus de ça, ils n'ont pas non plus, essayé de le sortir du marché. Non, il a été vendu très longtemps, ce téléphone. Il a été vendu très 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 longtemps. Certes, il a baissé, mais même à 3 centimes, j'en voudrais pas de ce truc-là. Il existait à l'époque, on va commencer par, peu importe, vu que ça s'enchaîne de cette manière-là, autant commencer par là. On va commencer par les contemporains de ce téléphone. Il y avait le Galaxy Ace Plus, il y avait aussi le Galaxy Ace 2, qui est encore mieux que ce truc-là dans tous les cas, quoi. Il y a rien d'inférieur dans le Galaxy Ace 2, et étrangement, malgré tout, il faisait partie de cette génération, enfin, vous savez, cette gamme qui s'appelle Galaxy Ace, qui a toujours été décriée, mais malgré tout, si vous comparez à ça, c'est juste du grand luxe, quoi, comme téléphone, le Galaxy Ace 2, et même le Galaxy Ace 1, qui a une configuration ridicule à côté de ça, fonctionne des milliards de fois mieux. C'est impressionnant de voir à quel point c'est absurde, mais oui, ils ont réussi à faire un ARM V6 à 800 MHz, qui fonctionne avec 384 MO de mémoire vive, qui fonctionne, et sur Android 2.3, qui fonctionne mieux que celui-là, qui a un Cortex A5, un ARM V7 donc, à 1 GHz, avec 512 MO de RAM, sous Android 4.1. Vous vous rendez compte un petit peu de l'absurdité des choses? Celui-là a un système d'exploitation plus moderne, mieux foutu, plus de RAM, un CPU immensément plus puissant, et pourtant c'est de la merde. Je crois qu'il y a rien d'autre à dire à propos de ce téléphone. Je veux dire, c'est littéralement le mot qui le décrit, quoi. Donc parlons de la façon qu'il est construit. Donc étrangement chez LG, avec le Optimus One, le Optimus One, ils avaient un téléphone qui était relativement agréable, avec un système d'exploitation Android de stock qui fonctionnait plutôt bien, et ils avaient aussi des caractéristiques techniques qui, pour l'époque, octobre 2010, étaient vraiment pas mal du tout. Ce téléphone-là, sorti en 2012, donc, sortait avec des caractéristiques techniques qui étaient juste moyennes pour l'époque, même plus que moyennes, hein, elles étaient même plutôt basses pour le prix auquel il a été vendu. Mais par contre, là où le Optimus One, lui, avait de bonnes caractéristiques, mais avait une qualité de construction qui était horrible, genre écran plastique rayable avec rien du tout. Moi, le mien, je resterai toujours choqué par le fait que j'ai réussi à le rayer dans mes poches de jeans, avec rien d'autre dans les poches. C'est pas comme s'il y avait genre mes clés avec, non, rien du tout. Ça s'est rayé tout seul contre du tissu. Et là, franchement, j'ai envie de dire bravo LG. Donc, celui-là, au moins, sa qualité de construction est tout à fait honnête. C'est un téléphone, certes en plastique, mais nous avons une vraie vitre. Nous avons du plastique dur, du plastique qui n'est pas souple, hein. Enfin, voilà, c'est un téléphone qui n'a rien de spécialement grave. Par contre, l'écran, comme vous voyez, est plutôt souple, mais on vient de téléphones qui était, je rappelle, avec un écran en plastique, l'écran était souple lui avec, hein, ça, il y a pas photo. Mais c'était un grand progrès, un net progrès, et ils ont gâché complètement le truc en mettant la pire surcouche de tous les temps. Beaucoup de gens ont pensé que Moto Blur, la surcouche de Motorola, à l'époque où Motorola a failli couler, était sûrement la pire surcouche de tous les temps, justement à cause de l'effet que ça a eu sur Motorola, le fait qu'ils aient failli couler, et qu'ils ont été ensuite rachetés par Google, puis par Lenovo maintenant. Et donc, non, par contre, personne parle de la qualité médiocre des surcouches LG, parce que je suppose que c'est un peu trop remuer le couteau dans la plaie, parce que bizarrement, ces surcouches sont encore utilisées aujourd'hui, et sont toujours aussi mal optimisées. Je veux dire, avec 2 Go de RAM, on n'arrive pas à avoir plus de 200 mégaoctets de RAM libre sur un LG G3, je veux dire. C'est quand même impressionnant, quoi. Le LG G3 avec 2 Go de RAM est juste inutilisable. Eh bien, ça commençait à cette époque-là, les surcouches de LG étaient une catastrophe. Bon, vous voulez la preuve? Regardez. Voilà, vous avez quand même le lock screen, l'animation du lock screen RAM, je crois que vous avez une bonne indication de là où se trouve le problème. Regardez. Voilà ce que c'est censé être l'animation du lock screen. On a le temps de glisser son doigt tout le long et de déverrouiller avant même que l'animation commence. C'est n'importe quoi. Je vais vous sortir un autre téléphone qui utilise le même processeur pour vous montrer à quel point ce téléphone est peu fluide par rapport à ce que l'on devrait attendre du matériel qu'il y a dedans.
Donc comparons exactement la même configuration pour les deux, exactement à la virgule près en dehors de la résolution de l'écran. Je veux dire, même si, bon, ça peut jouer un petit peu, mais pas autant que vous le pensez non plus. C'est pas à ce point non plus. Donc bon, on va inverser parce que lui il est un peu plus petit, mais c'est chiant parce que le bouton pour allumer est là. Bon, on va pas rentrer dans ma confiture interne, donc on va cliquer là, hop, voilà, on déverrouille. Donc maintenant, on va déverrouiller les deux. Pouf, pouf. Vous voyez que, bon, là, il a réussi à être plus fluide. Merci LG de me contredire comme d'habitude. Regardez, donc ça, ceci, c'est l'utilisation de l'écran tactile. Vous voyez, bon, c'est fluide, il n'y a pas trop de problème. C'est le Xperia E premier du nom, hein, si vous vous demandez. Pas le E1, hein, le E premier du nom, parce que c'est pas le même, le E1 et le E premier du nom. Le E tout court, en fait. Donc c'est un peu bizarre de la part de... Regardez-moi ça, maintenant, voici la fluidité de ce côté-là. Bon, vous voyez que, comme d'habitude, il a décidé... Mais pourquoi il a décidé de m'emmerder, le LG, aujourd'hui? Oh, mais d'habitude, rien que de déplier ça, ça fait... C'est horrible. Bon, voilà, merci le téléphone. Donc on va ouvrir Twitter. Voilà. Pendant ce temps-là, déplions ce truc-là. Vous voyez déjà que c'est... Voilà, c'est à ça que ça ressemble habituellement. Donc ouvrons Twitter maintenant sur ce téléphone. Regardez à quel point c'est plus rapide. Donc... Oh bah, il était carrément encore en RAM. Chose qui n'existera jamais avec ce téléphone. Twitter ne peut pas être encore en RAM. C'est inenvisageable. Donc sortons Twitter de RAM pour l'ouvrir maintenant comme ça à partir de 0. Vous allez voir que c'est assez lent aussi parce que le processeur n'est pas rapide. Mais ça va venir. Voilà, c'est venu. Donc maintenant, vous voyez qu'il a pas encore fini de charger les images, lui, de son côté. Là, c'est quand même impressionnant, quoi. Quand est-ce qu'elles viennent, ces images? Voilà, c'est bon, elles sont arrivées. Et là, vous voyez que les images, pas de problème. Elles viennent assez rapidement, quoi, sur celui-là. Il y a pas de souci. Ici, bon, ben, voilà, hein, merci les images. Venez, on vous attend. Donc bizarrement, j'ai des images en dessous, elles étaient peut-être en cache. Allez. Bon, voilà, on va maintenant de l'autre côté. Bon, c'est beaucoup plus fluide. Mais vous allez voir surtout la différence, c'est là, bon, le launcher, pas de problème. Là, le launcher devrait normalement, vous voyez déjà le temps pour revenir au bureau. Voilà, c'est bon, il est enfin revenu au bureau. Maintenant, le launcher se charge. Allez, le launcher. Voilà, merci LG encore une fois. Bon bref, remettons ce téléphone de côté et concentrons-nous maintenant sur celui-là. Parce que vous allez voir, c'est incroyable. D'ailleurs, non, on va continuer de parler un tout petit peu des deux, juste par comparaison. Ce qui fait la grosse différence, c'est que celui-là, il a 80 mégaoctets de RAM libre. 80, c'est rien. 80, je veux dire, même le Galaxy Ace, même n'importe quel téléphone en fait, même un téléphone Android avec 256 MO de RAM qui serait resté sur une version adaptée d'Android aurait plus de RAM que ça de libre. Je veux dire, c'est incroyable à quel point il y a peu de RAM libre là-dedans. 80 MO. Là, nous avons 230. C'est ce qui fait la différence. 230 mégaoctets de libre sur 512. Pour les deux, c'est 512. Sur Android 4.1, pour les deux, c'est 4.1. Donc vous voyez un petit peu la grosse différence qu'il y a. Ça fait tout, quoi, comme différence. Donc maintenant, on va ouvrir le gestionnaire de page Facebook. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer ce que ça donne sur celui-là. C'est exactement le même résultat. Ça met beaucoup moins longtemps à venir. C'est 15 000 fois plus fluide, etc. Mais regardez-moi ça, mais c'est intolérable, quoi. Comment on peut faire ça? Mais... oh là 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 là. Mais personne va jamais répondre à un email ou à un message sur un téléphone pareil. Regardez-moi ça, combien de temps je vais devoir meubler pour que ça vienne. Je sais pas combien de temps il faut, une bonne grosse minute je suppose. C'est époustouflant, j'avais jamais vu un téléphone aussi lent avant celui-là. C'est monstrueux. Toujours en train de charger, allez. Voilà, maintenant qu'on est à peu près chargé, bon bah ça continue de charger, parce que bien entendu quand il y en a plus, il y en a encore. Oh là là, putain, et ça c'est 300 €, bordel. À la même époque, on pouvait trouver d'occasion, je suppose, un Galaxy S première génération, qui était, mais juste, mais c'était pas du tout pareil, quoi, merde. Il a jamais eu Android 4.1, c'est sûr. Le Galaxy S a jamais eu Android 4.1. Il est resté bloqué à 2.3. Mais peu importe, je veux dire, on peut rester bloqué à 2.3, on peut utiliser les mêmes programmes, du moment que ça fonctionne 1000 fois mieux, mais c'est peu importe qu'on soit sur Android 2.3. Regardez-moi ça. Oh putain. Bon voilà, il a fini par charger tout ça, ça fonctionne relativement convenablement, après 2 bonnes minutes. Bon, maintenant, on revient au bureau. 0 multitâche sur ce téléphone, 0, hein, même entre 2 petits programmes. Hein. Le launcher, ah c'est une maladie ça, c'est chez les bas de gamme LG ou bon, même chez les LG en général, j'ai envie de dire, même si je vais encore me faire
taxé de mauvaise foi ou je ne sais pas quoi à propos des LG, alors que pourtant non, mais j'ai rien installé de spécial hein, sur ce téléphone. J'ai installé ce que j'ai l'habitude d'installer, les mêmes programmes que sur celui-là. Le seul bon point qu'a ce téléphone, c'est la mémoire unifiée, parce que ça fait 2,7 gigaoctets de mémoire pour installer ces programmes, ce qui à l'époque était beaucoup. Celui-là qui est sorti presque un an après, on va dire 8 mois après, ce téléphone qui est sorti 8 mois après, n'a que 750 MO pour installer ces programmes. C'est beaucoup moins, et c'est vraiment une grosse limitation sur ce téléphone. Mais bon, voilà, mais celui-là, il avait pas cette limitation, mais c'est la RAM, quoi, le problème. Et c'est encore pire. Je préfère avoir à batailler avec le fait de déplacer vers la carte SD ou ce genre de truc, devoir router le téléphone ou ce genre de truc, et avoir un téléphone relativement convenable et utilisable, avec quelques clics, que d'avoir ça, quoi. Ça, c'est juste impossible à utiliser. Même pour un utilisateur qui n'a pas besoin qui n'a pas de gros besoins, quoi, qui va juste installer, on va dire, Twitter, Facebook, Google Maps et c'est tout, eh bien, il ne pourrait pas s'y retrouver dans ce truc, c'est juste impossible. Bon, voilà, alors, la réactivité du launcher, hein, c'est un truc magique, hein. Comme je vous l'avais montré au départ, je sais pas pourquoi il a voulu être fluide ce moment-là, il était exceptionnellement en train de rien faire en arrière-plan, mais ce téléphone n'est jamais fluide. Bon, bah, enfin, en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, oula, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui il est dans un de ses bons jours, quoi. Et si ça c'est un de ses bons jours, imaginez ce que c'est les mauvais, quoi. Oh là 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 là, quel téléphone magnifique. Regardez, aléatoirement, un truc qui fonctionne bien un coup se met à ramer l'autre. Et imaginez quand il y a à charger des notifications dessus, parce que là vous voyez bon bah, justement, dès qu'il y a des notifications dessus, qui affichent un peu de texte, quelques images, ce genre de truc, ça se met à ramer beaucoup plus. Vous voyez que au moment où il affiche ce truc-là, ça se voit pas super, hein, mais au moment où il affiche ce truc-là, il y a une petite pause juste avant que ça déplie la deuxième partie du truc. Bon, c'est pas très, c'est assez subtil, mais c'est pour vous montrer que voilà, quoi, c'est impressionnant de voir le niveau de réactivité de ce truc-là. Alors, encore un autre truc, c'est la navigation sur Internet. Oh mon Dieu, la navigation sur Internet. Donc, on va commencer par taper du texte sur Twitter, on va envoyer un tweet, ça va devenir une tradition, je vais envoyer un tweet pour rigoler. Donc, bon, bah déjà, faut attendre Twitter, hein, je vous retrouve dans 2 minutes. Alors, on va envoyer un tweet, j'ai cliqué depuis une demi-heure sur le bouton pour envoyer un tweet. Donc, là j'ai le clavier Google entre guillemets, parce qu'on peut l'installer assez facilement avec le Google Play Store. Je vais un peu baisser la luminosité parce que je vois que tout ce blanc a tendance à aveugler la caméra. Bon, je suis pas sûr que ça rende mieux comme ça. Donc, on va taper un tweet. Alors, est-ce que on va monter... bon, je vais vous faire l'affront de vous montrer le clavier d'origine de LG. Donc, le clavier de LG. Attendons qu'il arrive. Parce que bien entendu, même un clavier a du mal à se charger sur cette machine, donc voilà, le clavier de LG. Pourquoi il est comme ça, le clavier de LG, dans ce sens-là? Ça peut se régler, mais c'est très confus les paramètres de ce clavier, donc pour trouver comment faire. Donc j'imagine le nombre de personnes qui ont dû acheter ce truc-là, et qui, à chaque fois qu'ils tapent un truc, sont obligés de le mettre dans ce sens. C'est du 4,3 pouces, il me semble, ou 4,2, peu importe, ça revient au même, mais enfin en tout cas, c'est du plus de 4 pouces. Il y a aucune raison de ne pas mettre un clavier complet dans cette largeur sur du 4 pouces. Sur du 3,2 pouces, j'aurais compris qu'ils aient mis ça. Et bon, voilà, ça paraît très logique. Mais non, là, c'est pas logique du tout. Je suis désolé, LG, c'est n'importe quoi. Bon, ça peut se régler, comme je vous l'ai dit, mais c'est chiant à faire. Bon, le clavier LG a une très mauvaise autocorrection, etc. Donc, n'importe qui aurait le réflexe d'installer le clavier Google. Donc, on va utiliser le clavier Google, qui a une bonne autocorrection et tout ça, donc ça va améliorer les choses. Donc, on va taper, je tape oui, j'ai été un peu vite. Je tape un tweet sur un... donc comment il s'appelle déjà? LG en majuscule, Optimus, non pas Optimus, bon pas optimisation, non surtout pas, clairement pas optimisation, non ça c'est clair, c'est vrai qu'optimisation, Optimus, bon bref, donc Optimus L7, ça marche mieux que le Galaxy Ace. Encore faut-il avoir la patience d'attendre l'ouverture de l'application. Wow, c'est un peu trop long ça.
Voilà, bon bah c'est parti pour l'envoyer. Hop. Bon, envoyer un tweet a l'air d'être un peu plus rapide que le fait d'ouvrir l'application, c'est déjà ça. Oh putain. Maintenant, retour au bureau. Oh, pour une fois nous n'avons pas eu le chargeur qui s'est déchargé, c'est une bonne chose, le launcher est resté ouvert. Donc, la navigation internet, donc on va essayer Google Chrome parce que, vous savez quoi, Google Chrome, il me semble qu'il est préinstallé sur ce téléphone. J'en suis pas sûr, je vais regarder dans Informations, on va voir, non, a priori il est pas préinstallé, ou alors il est préinstallé mais on peut le désinstaller. Je sais pas, enfin en tout cas, ce que je me rappelle c'est que Google Chrome fonctionne comme de la merde. Vous allez voir ça. Donc déjà faut attendre qu'il s'ouvre, hein, comme tout sur ce téléphone, c'est impressionnant quoi. Purée que ce téléphone est lent. Que ce téléphone est lent. Oh là 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 là, bon sang. Qu'est-ce qui se fait martyriser par n'importe quel téléphone contemporain, ce truc-là, et même des téléphones sortis avant. J'ai même envie de dire que le LG Optimus One, sorti en octobre 2010, presque 2 ans avant, était plus utilisable, même à la même époque, et même encore aujourd'hui est plus utilisable. Donc bon, une ROM non officielle qui KitKat pour ce téléphone-là. Donc bon, regardons ce que ça donne. Pourquoi il y a ça qui est mis, je sais pas. Donc regardons ce que ça donne quand on charge une page comme ça. Donc bon, ça rame bien entendu. Pour l'instant, ça n'a pas encore chargé la moitié de la page, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Patience, 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 je vais vous laisser l'intégralité, parce que habituellement je monte pas... Bon, là ça rame carrément tellement que je peux plus scroller. Ok, voilà, c'est bon. Oh putain. Oh là là, quelle torture d'utiliser ce téléphone. Vous savez, j'ai utilisé ce téléphone 1 semaine, hein, quand même. Et j'ai pas honte du tout. Et très franchement, non mais là c'est juste pas possible, quoi. Bon... Donc quand il aura fini de charger la page, il pourra me le dire, hein, je vais le laisser tranquille et pas bouger pour au cas où que ça charge plus vite en faisant ça. Allez hop, on attend. Bon, j'ai pas le courage d'attendre la fin du chargement de la page parce que là j'y suis déjà depuis 1 minute là que je viens de couper au montage. Je voulais pas couper mais c'est juste obligatoire. Donc je clique là-dessus, c'est pas une page trop compliquée, hein, c'est juste un forum, un truc de ce genre. Il y a pas beaucoup d'images en plus en dehors de la pub, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec 80 MO de RAM, même le meilleur navigateur internet le plus optimisé possible, ce qui n'est pas celui-là hein, d'ailleurs, soit dit en passant, mais malgré tout, hein, Google Chrome est l'un des navigateurs web qui marche le mieux sur les petites configurations, hein, tout de même. Donc, même avec ce navigateur-là, c'est juste impossible avec seulement 80 MO de libre en arrière-plan pour faire fonctionner Android sur 512, c'est ridicule d'en avoir aussi peu d'ailleurs. Mais bon, même avec aussi peu de RAM, c'est pas possible de charger une page web, même avec le meilleur navigateur web du monde. C'est pas possible de stocker une page web complète d'un site internet complet sur si peu d'espace RAM. Et là, je viens de cliquer donc sur un truc où je peux taper du texte. Vous pouvez toujours attendre le clavier, hein. Il n'arrivera jamais. Savoir que le clavier Google est pas moins bien optimisé que le clavier de LG, hein. Il met à peu près autant de temps à arriver. Le clavier de LG doit être un tout petit peu meilleur, juste un soupçon. Bon, on va jamais y arriver. Donc on va revenir en arrière, je fais Home. On attend 3 plombes. Que ça revienne en arrière, quand on a remarqué qu'on a fait une grosse erreur comme celle-là. Enfin, ouvrir n'importe quel programme sur ce téléphone est une grosse erreur. C'est juste, enfin voilà quoi. Il y a pas de programme qui fonctionne bien que vous pouvez éviter certains programmes et réussir à, voilà. Donc avec Opera, qui est sûrement le navigateur web le mieux optimisé que l'on peut trouver, qui fait fonctionner toutes les pages web sur ce téléphone. Bon, il y a le navigateur web intégré à Android préinstallé sur ce truc, qui à mon avis sauve un peu les meubles, comme d'habitude. LG a sûrement, au lieu d'optimiser le système d'exploitation, ils ont optimisé le navigateur web. Merci LG, très bonne idée. Bon. Donc maintenant on va ouvrir Opera, ce qui va pas beaucoup mieux fonctionner, mais quand même, Opera fonctionne mieux. Il consomme moins de RAM. Mais waouh, quand même, hein, c'est juste pas possible, quoi. Oh là là. Bon. Ouvrons Google Chrome sur ce téléphone, juste pour vous montrer. Donc voilà, je viens d'ouvrir Google Chrome. Bon, ça met un petit peu de temps, bien entendu. Mais regardez, il charge Wikipédia, c'est bon, c'est fini. C'est plus ou moins fonctionnel, là, maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, de l'autre côté, là, vous voyez que j'ai lancé ce truc-là bien après, et c'est déjà fini de charger.
Et là, il est loin d'avoir fini. Et pourtant, c'est une page Wikipédia du même style hein, que j'ai là. Hein. C'est pas ouvert sur le même truc, mais presque quand même. Ah tiens, c'est ouvert ironiquement sur le Xperia E. Donc oui, je vérifie avant de faire mes vidéos au cas où que, enfin, pour espérer dire moins de conneries dans mes vidéos, je vérifie mes informations sur Wikipédia entre autres. Et donc, Wikipédia étant pas forcément le meilleur choix, donc la même page que celle que j'ai ouverte avec Google Chrome sur Opera. Donc, bon, bah c'est bon, on est parti pour attendre un moment. Hein. Ah là 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 là. Bon. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que le firmware là qui propose de télécharger là-dessus, il fonctionne aussi bien sur le Optimus L3, L5 que L7, le même firmware hein, alternatif. Donc ça vous montre bien à quel point ces L3, L5 et L7 sont identiques. Le L3, il tourne que sous Android 2.3 à l'origine et il a moins de RAM, mais donc il doit sauver les meubles a priori le L3. Mais le L5, c'est la même galère. Hein. Vous voyez quand même que c'est beaucoup plus utilisable et ça charge plus vite, etc. avec Opera, mais laissez-lui 3 mois et Opera sera à mon avis lui aussi trop lourd pour ce téléphone. Hein. C'est vraiment... Oh là 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 là. Donc on va essayer d'ouvrir le clavier parce que c'est ce qu'on essayait de faire et qu'on n'arrivait pas à faire. Bon, si on arrive déjà à cliquer sur la cage de recherche. Voilà, le clavier arrive à arriver, donc vous voyez que c'est quand même... Opera arrive à sauver les meubles, mais très franchement, c'est pénible, hein, c'est vraiment un téléphone horrible, hein, je sais pas comment on peut... Et si vous pensez qu'il fonctionne mieux quand il vient juste d'être acheté ou ce genre de truc, non, pas du tout, non, c'est juste... c'est son fonctionnement normal, quoi, installer les mêmes programmes que ce qu'il y a dans ce téléphone que j'ai installé moi-même, voire même installer juste un de ces programmes, hein, juste Google Chrome et rien d'autre, et vous verrez tout de suite que il fonctionne à peu près pareil que sur ce téléphone, hein, c'est juste impressionnant, parce qu'il n'a pas la place de faire tourner quoi que ce soit en arrière-plan. Vous voyez que quand il arrive à charger les emails ou ce genre de trucs, c'est parce que j'ai fermé en arrière-plan, enfin je suis revenu au launcher, parce qu'il n'arrivera jamais à faire tourner 2 programmes. Hein. Le multitâche, c'est juste impossible sur ce truc. Donc regardons maintenant ce que donne la RAM. Donc vous voyez que quantité de RAM utilisée, quantité de RAM libre, 90 MO, pratiquement rien d'autre. J'ai littéralement connu des téléphones Spreadtrum avec 256 MO de RAM qui avaient autant de place libre en RAM en arrière-plan. C'est littéralement le même type d'utilisabilité que un téléphone que je vous avais montré qui coûtait genre 30 € ou je sais plus quoi, là, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, c'était un truc complètement générique qui s'appelait MX quelque chose, genre MX1 ou je sais pas quoi, un truc avec un Spreadtrum SC7715, il me semble que c'était 7715, en tout cas vous le retrouverez très certainement en tapant en recherche SC7715 sur ma chaîne YouTube, et vous trouverez le même type d'utilisabilité, c'est-à-dire une utilisabilité mauvaise, mais bizarrement avec 2 fois moins de RAM avec lequel travailler voilà quoi, et Android 4.1 aussi d'ailleurs, ironiquement parlant, c'est le même système d'exploitation aussi, donc ça vous montre qu'il était gravement foireux ce téléphone, mais alors gravement foireux. Un des trucs par contre, maintenant on va parler un peu des accessoires, etc. Donc nous avons le fameux GPS qui met 3 plombs à avoir un fixe qu'il y avait à l'époque sur les Qualcomm bas de gamme. Bon, ça a rien changé. Vous avez une caméra à l'avant, ce qui était assez rare sur ce genre de truc. Vous avez un écran qui, je sais pas s'il est IPS, mais en tout cas il a un très très bon angle de vue. Oh, je dirais qu'il est IPS. Donc ça doit être pour ça qu'il coûte aussi cher que ça, mais à quoi ça sert d'avoir un écran IPS sur un téléphone qu'on n'aura jamais envie d'utiliser. Nous avons un appareil photo qui est relativement compétent, on va reprendre encore une fois ma boîte de bonbons, et on va le prendre en photo. Bon, on va essayer de pas avoir le reflet de la lampe au-dessus. Voilà, là, peut-être que ça aiderait. Putain, j'ai encore un reflet. Donc, hop, prenons une photo. L'autofocus est extrêmement bon. En fait, il a un autofocus qui est vraiment excellent, quoi. Et la qualité photo est relativement honnête pour un téléphone pour vraiment bas de gamme, hein, vu 300 €. À l'époque, le bas de gamme avait enfin baissé. Hein, on pouvait trouver des trucs qu'on pourrait vraiment qualifier de bas de gamme parce que on trouvait des téléphones à 200 €. Rien que le Galaxy Ace coûtait à cette époque-là déjà un peu moins de 200 €, ce qui voulait dire qu'en fin de compte, on pouvait trouver très facilement un téléphone qui était mieux que celui-là. J'ai honte de le dire, mais oui, le Galaxy Ace était un meilleur choix que ce truc-là. Donc bref, en dehors de l'appareil photo et de l'écran qui est meilleur,
il y a vraiment rien pour sauver ce téléphone. Et j'ai envie de dire, vu les téléphones d'occasion qu'on pouvait trouver à la même époque pour moins cher que ça, ou même neuf, parfois on pouvait en trouver plein d'autres qui étaient meilleurs que ça, genre encore une fois je vous le répète, mais on pouvait très certainement trouver d'occasion un Galaxy S ou ce genre de truc. Il avait un écran qui était similaire à celui-là, peut-être un petit peu meilleur en termes de contraste et ce genre de truc, mais un peu moins bon en termes de taille ou d'angle de vue ou ce genre de truc. Ok, bon, il avait ses pour et ses contre. Bon, il avait très certainement une caméra qui était à peu près du même type. Il était certes bloqué sur Android 2.3, mais encore une fois, mais l'expérience utilisateur est incomparable. Incomparable entre ces deux trucs-là. C'est juste pas possible de préférer ça à autre chose. Je veux dire, je préfère très sincèrement un feature phone, je préfère un BlackBerry à ce truc-là. Je préfère même, et je répète encore une fois, le Galaxy Ace à ce truc-là. C'est à ce point mauvais. Et très franchement, mais le nombre de personnes qui fracassent ce téléphone contre les murs, et quand je dis ça, je ne cautionne pas on va dire la pratique, mais voilà, je veux dire, quelqu'un a trouvé ça par terre dans la rue. Littéralement une carte mère de Optimus L5 dans la rue. Voilà, quelqu'un qui a dû le péter tellement que, bah voilà, il y a des morceaux qui en sont tombés et... Ah non, elle est pétée la carte mère à ce que je vois. Bon, donc voilà, c'est la preuve que ça a été complètement fracassé, quoi. Une carte mère de Optimus L5 qui a littéralement, vient d'un téléphone qui a été très certainement pété à mort par rage ou par libération après avoir acheté un nouveau téléphone, parce que ce truc-là est juste inutilisable. Et avoir un firmware alternatif dessus remédie un petit peu au problème, mais faut pas exagérer, quoi. Donc, parlons de ce téléphone, donc, à son époque. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que c'était un bon achat? Non! Rien dans ce téléphone n'était bon, même à sa sortie. C'était époustouflant de voir à quel point ce téléphone est mauvais. Je veux dire, comment ils ont fait ça? Comment c'est une grande marque, c'est LG. Comment ils ont fait un truc pareil? Ce téléphone est typiquement marketing. Grand écran, bon appareil photo, système d'exploitation Android 4.0 puis 4.1. Voilà, ça c'est typiquement marketing. Parce que derrière, il y a rien qui suit. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un bon équipement si le système n'est même pas capable de l'utiliser? Je veux dire, il m'est arrivé à des moments que même le fait d'ouvrir l'appareil photo et de fermer l'appareil photo déchargeait le launcher du téléphone. Donc rien que les applications installées dedans par défaut consomment trop de RAM par rapport à la RAM libre qu'il y a dans ce téléphone. C'est juste un effort d'optimisation qu'il fallait faire. Ou tout simplement utiliser Android stock et ne pas faire de surcouche. Ce que LG faisait autrefois avec leur Optimus One ou ce genre de truc. Et ça fonctionnait beaucoup mieux. Pourquoi LG s'est dit, tiens, on va faire une surcouche à la con et on va bousiller tout espoir que ce téléphone fonctionne bien. C'est hideux ce qu'ils ont fait, je ne comprends pas, c'est à s'arracher les cheveux. Donc de nos jours, est-ce que ce téléphone est encore utilisable en tant que téléphone uniquement? Non. C'est horrible. Je veux dire, rien que synchroniser ses contacts avec Google, c'est de la merde. Je veux dire, pourquoi utiliser ça en tant que feature phone? Bon, après, disons, on a que ça sous la main, ok, on peut s'en servir. En tant que smartphone, en utilisation extrêmement légère, naviguer sur le web, ce genre de truc, vous avez remarqué que c'est même pas possible. C'est même pas possible. Le navigateur internet par défaut qui est dedans est celui-là, qui est le navigateur internet par défaut de Android 4.1. Et pour information, le navigateur internet d'Android 4.1 par défaut n'est pas beaucoup plus léger que Google Chrome. Donc, ça déconne. À l'époque de sa sortie, peut-être que certains sites internet fonctionnaient bien, mais bon voilà, maintenant, la plupart des sites internet, même mobiles, sont tellement lourds qu'ils consommeront trop de RAM sur ce truc. C'est juste pas possible, c'est juste incroyable. Et quand on se fait battre à qui a le plus de quantité de RAM libre en arrière-plan pour faire tourner les programmes avec le Galaxy Ace qui a 384 MO de RAM et qui est une sous-merde, ça montre à quel point ce téléphone fait aucun effort. C'est horrible. En tant que smartphone, donc médium, utilisation semi-exigeante, vous allez vous tuer avant, ou tuer le téléphone avant de passer un mois avec. En utilisation réellement exigeante, faire fonctionner des jeux et tout ça, bon, je crois que ce que vous avez vu dans la vidéo fait en sorte que ça tombe sous le sens. Non, c'est inutilisable. Ça sera inutilisable toujours. Ça a toujours été inutilisable. Bon, bien entendu, encore une fois, je vous le répète, cette vidéo n'est pas là pour parler des custom ROM. On peut le rendre
relativement utilisable avec une ROM convenable, comme vous pouvez constater en comparant avec celui-là qui utilise le même processeur et à peu près les mêmes caractéristiques. Celui-là, si on met le firmware de celui-là dedans, fonctionnera à peu près comme celui-là. Il ramera un peu plus parce qu'il a une plus haute résolution, mais il passera aussi peu de temps à démarrer les programmes. C'est déjà quand même assez long, hein, le temps qu'il met à démarrer les programmes. Hein. Je vous le dis quand même, hein, c'est pas terrible hein, ce processeur. Mais au moins, il saura se servir de son processeur à son plein potentiel, au lieu d'en avoir même pas un bref aperçu vague de ce que peut donner ce processeur à son pire. C'est juste impressionnant sortir un truc pareil, quoi. Comment ils ont fait ça? Bref. Arrêtons la vidéo là. Donc en conclusion, ce téléphone n'a jamais été une bonne idée. Ce téléphone est une calamité. Et j'ai envie de dire encore une fois, à la guéguerre de quel est le meilleur téléphone entre ce téléphone de mi-2009 et ce téléphone de mi-2012, celui-là gagne encore. Avant début 2013, il y a quand même eu de bons smartphones. Comparé à ça, en dessous de 200 €. Je veux dire, comparé à ça, il y en a eu plein qui étaient supérieurs. C'est pas forcément des trucs que je vous conseillerais, mais à côté de ça, c'est juste... Oh là là là. Ça, contrairement au Galaxy Ace, je ne pourrais pas passer des heures à vous en parler, mais... je pourrais très certainement passer des heures à bougonner ma rage face à ce téléphone. Ce truc, c'est... oh là 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 là. Utilisez-le une semaine, vous comprendrez tout ce que je dis dans cette vidéo si vous n'arrivez pas à vous illustrer bien parfaitement ce que... je veux dire, le Xperia X10... à côté est un excellent smartphone. À côté, on peut encore naviguer sur Internet. Je veux dire, même les pires haut de gamme et même la plupart des... pas pire, mais mauvais bas de gamme qui sont sortis avant ce téléphone-là, sont des incroyablement bons deals à côté de ce truc. Même un vieux iPhone 2G qui aurait été passé au micro-ondes ou je sais pas quoi, qu'on l'aurait brutalisé comme pas possible et qui serait rayé à mort, aurait été un bon smartphone à côté de ce truc-là. C'est impressionnant à quel point ce truc est mauvais pour son époque. Et à quel point il est mauvais maintenant, à quel point il a jamais été bon. Et tout se résume en une seule chose. Firmware, ROM, le système d'exploitation à l'intérieur. Ce truc-là, pire encore que le Galaxy Ace, est la raison pour laquelle beaucoup de gens trouvaient qu'Android était de la merde. C'est parce que quand on a des téléphones comme ça, avec 512 MO de RAM, qui nous prouve que à côté le iPhone 4S par exemple n'a pas besoin de plus de 512 MO de RAM et fonctionne bien, et celui-là fonctionne comme une vraie merde, eh bien franchement là on comprend vite pourquoi tout le monde a sauté sur l'occasion pour dire ah ouais non mais vous voyez en fait en réalité l'iPhone ça a pas besoin autant de RAM etc. Mais non mais tout se résume à la surcouche de LG. Je veux dire, on prend Android stock ou une surcouche plus légère comme ce qu'il y a sur ce Xperia E, quoi. C'était juste impressionnant à quel point ça fait une différence monstrueuse, quoi. Un Android 4.1 bien optimisé consommerait à peu près 200 mégaoctets de RAM, laissant à ce téléphone à peu près 200 MO de RAM pour travailler, ce qui est à peu près convenable. Ce téléphone-là a justement à peu près 200 MO de RAM pour travailler, donc ça paraît logique. À savoir qu'il y a toujours la même erreur qu'a fait Qualcomm, c'est-à-dire de donner beaucoup trop de mémoire vive au GPU, alors que c'est un GPU de crotte et que c'est pas un téléphone haut de gamme, donc on n'a pas besoin d'autant de RAM CPU pour le GPU, je veux dire. Donc bon, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais voilà, si le CPU avait consommé beaucoup moins de RAM, comme un processeur Mediatek par exemple, ou un processeur Spreadtrum, et que nous avons 512 MO de RAM, etc. Enfin, tout tend à prouver que avec du hardware et du software bien foutu, Android aurait fonctionné aussi bien avec aussi peu de RAM que n'importe quel autre système d'exploitation. C'est juste que là, non, ce téléphone, il fait preuve d'un niveau d'incompétence. À l'intérieur de ce truc-là, on sent irradier le diabolisme de ce téléphone. Il suffit de mettre ses mains à côté, on sent que
que ce truc-là est l'œuvre du diable. C'est juste pas possible. On dirait que c'est une création qui est faite juste pour nous torturer. Il y a rien de pire. D'ailleurs, parlons un petit peu du démontage de ce téléphone, parce que j'ai reçu ce téléphone dans un colis de fan. Son seul problème à ce téléphone, c'était le bouton power qui avait un faux contact. Pour ouvrir le téléphone, atteindre le bouton power pour le réparer, juste gratter le contact et remettre tout en place, eh bien, il m'a fallu démonter le téléphone, et pour démonter le téléphone, c'est pas juste on enlève l'arrière et hop, c'est bon, on peut démonter le téléphone et c'est tout. Non, il a fallu dévisser tout l'arrière du téléphone, puis ensuite le téléphone, en gros, on enlève le digitizer de l'écran, donc il faut faire très attention à ne pas toucher l'écran pour mettre ses empreintes, ni faire tomber de poussière entre le digitizer et l'écran, juste pour atteindre le bouton power. Juste pour atteindre le bouton power, il faut démonter le digitizer de l'écran. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. On dirait qu'ils ont fait ça exprès pour que ce soit difficile à réparer. C'est n'importe quoi. Bon, voilà. Ce téléphone, je pense que n'importe qui l'a eu pourra dire la même chose que moi. C'est sûrement l'un des pires smartphones que j'ai jamais eu, et je crois franchement que celui-là, c'est le top 1. C'est le pire smartphone qu'il y a jamais eu au monde. Je ne pense pas qu'il y ait eu pire que ça. Même les badas à côté de ça sont utilisables. C'est vous dire à quel point c'est horrible. Bon, peut-être que quelqu'un un jour va m'envoyer dans un colis de fan un produit qui sera encore plus mauvais que ça. Peut-être par exemple le Optimus L5, qui sait, vu que c'est le même téléphone en plus bas de gamme, avec un moins bon écran, etc. Si ça se trouve, c'est littéralement le même téléphone que celui-là, en plus pourri, tout bêtement. Mais à peine plus pourri, parce que ce sera le même système d'exploitation, la même quantité de RAM, le même processeur, etc. Bon, un processeur un petit peu moins bon aussi, mais globalement ce sera à peu près les mêmes performances. Mais voilà, juste, il sera plus pourri à la marge, quoi, entre guillemets. Mais jusque-là, j'ai rien vu qui me laissait penser, qui me laisse même ne serait-ce que deviner de très loin qu'on puisse faire un pire smartphone que celui-là. Sous Android, je n'ai jamais vu pire. Je veux dire, même les pires trucs, Spreadtrum et compagnie arrivaient à faire mieux que ça, c'est dire. Ce téléphone semble tout droit sorti d'une dimension dans lesquelles les smartphones bas de gamme étaient tellement mauvais que LG pouvait se permettre de sortir un truc pareil. Mais étrangement, ce n'était pas le cas. Les smartphones bas de gamme à l'époque commençaient enfin à devenir à peu près honnêtes. On commençait à avoir des trucs, comme je vous l'ai dit, par exemple le successeur du Galaxy Ace qui est sorti quelques mois avant celui-là, le Galaxy Ace Plus, qui utilise à peu de choses près le même processeur que ce truc-là, qui a plus de mémoire interne pour installer les programmes, et qui donc est beaucoup plus performant, etc., etc. Il a un moins bon écran, un moins bon appareil photo, ok, certes, pourquoi pas, mais le Galaxy Ace Plus, à côté, est utilisable, comme je l'ai dit, encore une fois, même le Galaxy Ace standard est utilisable à côté de ce truc-là, c'est dire. Parce que le Galaxy Ace, on ne peut rien installer dessus, certes, mais ce qu'on peut installer fonctionne. Là, on ne peut rien installer, enfin si, on peut installer plein de trucs, mais aucun truc de ce que l'on pourra installer fonctionnera. À part peut-être Opera Mini, à la limite. Oh là là. Bon, bah voilà, je pense que la conclusion a été assez longue comme ça, parce que je pense qu'elle a été plus longue que tout le reste. Donc allez, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.